des patientes de 70, 75 ans et plus, qui ont une vie sexuelle épanouie et active. Elle m'envoie un feu d'artifice en émoticône et j'ai compris que ça a super bien marché. Mais si ces traitements étaient proposés plus largement aux patientes, eh bien, on diminuerait considérablement le nombre d'indications chirurgicales. Pour être épanoui sexuellement, si on ne s'épanouit pas soi-même, si on ne se connaît pas soi-même, ça me semble difficile d'expliquer à son ou sa partenaire comment faire. Tout le monde est normal, mais on a le droit de se sentir en accord ou en désaccord avec ce à quoi on ressemble. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast où nous parlons de chirurgie esthétique et de médecine esthétique également. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur Nadège Roquet, chirurgien intime, gynécologue esthétique et fonctionnel. Ouais. Donc est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un peu ce que cela signifie finalement ? Oui, alors moi j'ai un parcours de formation de gynécologie classique, c'est-à-dire de global, sur la chirurgie, sur l'obstétrique et autres. Et tout au long de ma carrière, je me suis aperçue qu'il y avait des problématiques féminines qui étaient, même si c'est notre spécialité, dialoguer avec les femmes, qui étaient assez tabous, que ce soit en termes de douleur autour de la sexualité et de l'aspect finalement de l'intimité. L'aspect, il est toujours normal, quelle que soit la femme, mais en revanche, il y a des femmes qui se sentent complexées, et c'est là que peut intervenir la chirurgie intime ou la médecine esthétique intime, afin d'améliorer, d'harmoniser l'aspect de la vulve. Et dans la gynécologie, on dit esthétique et fonctionnel, parce qu'en effet, il y a une part esthétique, mais qui reste finalement minime. Et le fonctionnel, ça va être tout ce qui est prise en charge de douleurs, sécheresse, des fuites urinaires, qui ne concernent pas que les personnes, que les dames âgées. Ça concerne aussi les jeunes femmes après l'accouchement, ou les toutes jeunes femmes qui font énormément de jogging. Et puis il y a la sécheresse vaginale qui va gêner au quotidien, qui va gêner pendant les rapports sexuels, qui sont parfois rendus complètement impossibles. Donc c'est une sous-spécialité dans la spécialité de gynécologie finalement. C'est un sujet qui est quand même très peu abordé et qui reste assez tabou même de nos jours. Oui, je pense que le tabou, il est à la fois entre femmes, parce qu'on a plutôt tendance, même entre bonnes amies, à se raconter les choses chouettes et pas se montrer avec nos faiblesses. Et puis parce que avec nos gynécologues, on n'a pas toujours la possibilité, c'est parfois un échange qui est très médical, il faut parler contraception, frottis, dépistage des cancers et autres. Et cet échange autour de la vie intime ne se fait pas toujours bien. Pour deux raisons, je pense. La pudeur de certaines patientes qui ont du mal à l'évoquer. Et puis aussi parce que les gynécologues ne savent pas toujours ce qu'il est possible de proposer. Certaines techniques sont vraiment justement des techniques, donc nécessitent des lasers, des machines de radiofréquence qui sont coûteuses. Tout le monde ne peut pas en être équipé. Donc il y a à la fois une méconnaissance et puis une non-communication sur les possibilités. Et ça ne se passe pas du coup du médecin à la patiente. Si vous pouvez peut-être nous parler également un peu de votre parcours. Vous faites en sorte du coup de venir en aide à ces femmes. Exactement. Moi, j'ai deux activités très distinctes et l'activité dont on parle, elle est réalisée donc au sein de la clinique esthétique Aquitaine, et c'est volontairement que j'ai choisi de travailler dans une clinique esthétique, alors que finalement mon activité est beaucoup plus et largement consacrée aux soins et aux fonctionnels, c'est-à-dire corriger des problèmes et des symptômes. D'abord parce que c'est un lieu de soins, c'est un lieu qui est plus facile d'abord pour les patientes, qui est un lieu qui est plus propice à la confidence. Et donc les patientes ont plus elles viennent pour cela. Elles viennent pas pour renouveler leur contraception, elles savent que je fais pas les frottis, tout ça. Donc c'est vraiment pour une problématique intime, soit autour de douleurs, de gêne, soit autour de leur sexualité ou autour de complexes liés à l'aspect de la vulve. Et les complexes sont aussi invalidants et aussi
aussi difficile à vivre que un nez qui plaît pas ou une poitrine qui ne plaît pas non plus. C'est vraiment parce que ça paraît c'est souvent critiqué et dire ah mais on doit toutes ressembler à des poupées Barbie. C'est pas du tout ça. C'est qu'il y a des femmes qui sont normales. Ça c'est la première chose que je dis toujours à mes patientes, parce que c'est la question qu'elles posent. Est-ce que je suis normale? Oui, on est normal. Qu'on ait des lèvres grandes, petites, asymétriques, une claire, une foncée, tout le monde est normal. Mais on a le droit de se sentir en accord ou en désaccord avec ce à quoi on ressemble. Donc ce lieu-là est vraiment, cette clinique-là est un lieu dédié aux soins que je vais pouvoir apporter aux femmes. Et c'est pour ça que dans l'évolution de ma carrière, et j'ai pris conscience du barrage qui pouvait s'installer entre les patientes et les gynécologues et entre les patientes et moi. Et ce genre de communication que j'ai au sein de cette consultation vraiment dédiée à la gynécologie esthétique et fonctionnelle, je ne pouvais pas les avoir au cours d'une consultation classique. Parce que justement, tout à l'heure, vous nous parliez du coup de sécheresse vaginale et également de douleurs. Les sécheresses vaginales peuvent survenir du coup... Elles peuvent survenir à tous les âges. Alors évidemment, il y a des périodes qui sont plus critiques dans la vie des femmes, autour de la préménopause et de la ménopause, puisque c'est la chute des œstrogènes qui est à l'origine de la sécheresse. Mais on a aussi des femmes plus jeunes qui vont être touchées à des moments clés en postpartum, après les accouchements. Et puis des femmes toutes jeunes qui vont avoir des mycoses à répétition, même parfois un seul épisode d'infection vaginale, et qui va aboutir à une muqueuse qui se met en état de quiescence, qui se met au repos, très fine, avec une même fragilité que pour les dames ménopausées. Donc c'est vraiment des patientes de tous âges qu'il faut traiter. Les traitements vont être les mêmes, à un rythme tout à fait différent, évidemment, puisque quand c'est pour une toute jeune femme qui a eu une infection, une fois qu'on a traité le problème est résolu, il n'y a pas de problème hormonal. En revanche, pour les dames qui sont ménopausées, on aura des traitements qu'on dit d'entretien, c'est-à-dire une fois par an, il faut renouveler soit les injections, soit le laser pour conserver son confort, qu'il soit au quotidien ou dans la vie sexuelle. Et ces traitements sont douloureux, ça prend du temps, on obtient de bons résultats? Alors on a des résultats qui sont bluffants. Moi je trouve que ce sont des techniques qui ont révolutionné mon approche du soin et que je peux apporter à mes patientes. Les taux de satisfaction, je vous dis globalement, entre le laser radiofréquence et les injections, c'est selon les études entre 95 et 99% de satisfaction. Il y a évidemment des situations où on a du mal à aider les dames, mais c'est excessivement rare qu'elles ne voient aucune amélioration. Il y a au moins du mieux, au minimum du mieux. Et dans l'immense majorité, évidemment, 95-99, ça parle de soi-même, on règle complètement le problème. Dans les problématiques que vous traitez également, du coup, vous avez parlé de l'aspect des lèvres de chaque femme. Comment on peut régler ce souci-là qui doit complexer, je pense, également beaucoup de personnes ainsi que de jeunes filles qui nous regardent? Oui, alors il y a des jeunes filles, en effet, dès toutes jeunes. Après la puberté, il peut y avoir les petites lèvres qui vont être assez proéminentes. Il y a l'aspect esthétique, en effet, qui est gênant, mais pas que. En fait, la correction esthétique pure, pour une indication esthétique pure, est finalement assez rare. L'immense majorité des dames que je suis amenée à opérer, parce que je ne les opère pas toutes, vont avoir des douleurs, des gènes dans les sous-vêtements, parce que les petites lèvres se replient, sont tordues, vont même être blessées parfois par les élastiques des sous-vêtements ou par la dentelle. Elles sont gênées parce que ça va déborder des maillots de bain. Au sport, au yoga, les pantalons yoga, toi c'est l'enfer. Quand on fait du vélo, les cavalières sont très, très gênées. Donc on a vraiment un mix à la fois d'une raison esthétique. On va dire, voilà, je trouve que je ne suis pas jolie, mais c'est surtout fonctionnel. Il y a aussi toutefois des patientes où c'est vraiment un complexe purement esthétique qui ne sont pas gênées. Leur demande est tout aussi respectable et on va corriger en fait chirurgicalement, c'est-à-dire qu'il faut aller retirer l'excès cutanéo-muqueux. On est à la frontière entre la peau et la muqueuse qui déborde du milieu des grandes lèvres et qui est gênant.
Et donc dans cette partie qui est plutôt l'aspect chirurgical finalement de votre profession, il y a également d'autres interventions où c'est vraiment focalisé seulement sur les petites lèvres et... Non, il y a les petites lèvres, c'est l'immense majorité des interventions. On l'appelle nymphoplastie quand on réduit la taille des petites lèvres, ce qu'on appelle nymphe en fait. Mais il y a aussi les grandes lèvres, donc qui sont autour et qui vont, quand il y a des pertes de poids importantes, puis le temps qui passe, évidemment, on vieillit de partout, on peut avoir les grandes lèvres qui se vident et qui sont pleines de replis qui peuvent être gênants, et c'est comme pour les petites lèvres, à la fois esthétiquement, mais aussi de manière fonctionnelle, avec des gènes dans les sous-vêtements. Et la dernière chose, parfois tout est combiné d'ailleurs, hein, l'intervention peut regrouper les 3 éléments dans le dernier dont je vais vous parler, dans ce que j'appelle ça lifting intime. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est la nécessité d'une réduction du capuchon clitoridien, c'est-à-dire de la petite peau qui le protège. Elle a une utilité très importante. Il faut surtout ne pas se faire opérer par quelqu'un qui n'a pas l'habitude, parce qu'il faut vraiment que le clitoris puisse tout le temps être protégé en dehors des rapports sexuels. Mais s'il y a de nombreux replis, ils peuvent être gênants dans les sous-vêtements et autres. Et puis, ils peuvent aussi être gênants même dans la sexualité, puisque le clitoris a du mal à être découvert au moment des rapports, et du coup a du mal à être stimulé, et le plaisir des femmes en est considérablement réduit. Donc il y a vraiment chirurgicalement, il y a 3 zones qu'on peut retoucher: les petites, les grandes lèvres et le capuchon du clitoris. Mais ces interventions du coup sont... Le post-opératoire doit être assez... compliqué, Alors comment le étonnamment, vivent ces femmes? non. Alors oui, ça reste évidemment, voilà, il se passe quelque chose. Hein, je dis toujours à mes patients, je vous dis pas qu'il se passe rien, mais bien accompagné et bien entouré. Avec moi, c'est mon travail que d'accompagner. Je suis pas là que pour opérer, avec les antalgiques qui sont nécessaires, et surtout une opération bien préparée psychologiquement. Ça ne fait pas si mal que ça. Parce que c'est pas une... moi, j'utilise une technique qui ne met pas les tissus en tension. C'est vraiment la résection de ce qui est en trop, et on referme parce qu'on ne peut pas laisser ouvert. Donc ce n'est pas... c'est finalement pas très douloureux. Si on devait comparer avec une autre intervention de chirurgie esthétique, qui a la frontière esthétique et fonctionnelle aussi d'ailleurs, ça serait la blépharoplastie, donc la chirurgie des paupières, où on enlève un excès de peau, il n'y a pas de tension. Donc oui, évidemment, sur le long de la cicatrice, ça gêne, ça pique, ça dérange quelque temps, mais c'est extrêmement vite calmé. Donc c'est très impressionnant, évidemment, parce que c'est pas une zone où on aime être agressé, mais ça ne fait finalement pas très mal. Et on reprend une vie normale très très rapidement. Il y a des précautions, évidemment, il n'y a pas de rapport sexuel, pas de sport pendant un mois, mais on commence à se sentir presque comme si rien ne s'était passé au bout d'une dizaine de jours. Parce que vous me parliez également de relâchement par rapport du coup aux grandes lèvres, mais le relâchement peut se faire également au niveau vraiment vaginal. Oui, avec les grossesses surtout, quand les dames ont plusieurs enfants ou des bébés de poids important, le vagin est évidemment conçu, la nature c'est le meilleur ingénieur qui soit, pour se distendre, mais tout comme on va se dire mais j'ai pas bien récupéré mes seins, on peut se dire aussi le vagin ne va pas se resserrer complètement ou suffisamment, et ça peut entraîner plusieurs types de gènes. La première chose, c'est évidemment au cours des rapports sexuels, où les patientes vont nous décrire des rapports qui sont beaucoup moins satisfaisants, où la verge est comme un petit peu perdue, donc il y a moins de frottement, moins de plaisir, surtout pour elles. Puis ça peut même, dans les formes importantes, aussi être perçu par le partenaire. Et puis il y a des choses de la vie quotidienne des femmes qui peuvent sembler pas graves, mais qui sont vécues comme humiliantes et invalidantes, parce qu'il peut y avoir des bruits, en fait, ce qu'on appelle les pets vaginaux. Alors, si on est avec son mari depuis longtemps, c'est pas bien grave. Si c'est toute seule à la maison, c'est pas gênant. En revanche, ce qui n'est pas rare, c'est pendant les cours de pilates ou les cours de yoga, où justement on contracte le périnée. En plus, c'est toujours ces cours de sport où on fait pas de bruit, où tout est calme. C'est ça. On imagine bien la situation embarrassante
que ça va constituer. Donc là, on a plusieurs réponses. La réponse chirurgicale, ça va vraiment être l'ultime réponse. On a des solutions médicales, médico-techniques en fait, qui sont remarquablement efficaces, comme le laser ou la radiofréquence et la radiofréquence associée aux micro-aiguilles. Et avec ces techniques-là, on a vraiment de très bons résultats. Donc finalement, on opère de moins en moins de patientes. C'est comme pour la médecine esthétique du visage, avec toutes les nouveautés, toutes les nouvelles machines que l'on a, les chirurgiens plasticiens font moins de lifting qu'ils ne faisaient, parce qu'il y a un aspect à la fois de prévention et de techniques plus performantes. Mais finalement, la médecine, la gynécologie esthétique et fonctionnelle, ça n'est rien d'autre que la médecine esthétique du visage adaptée à la sphère intime. On a pris beaucoup de retard, nous, gynécologues, et pourtant, tout ça, ce sont des techniques qui commencent pour être, pour certaines, très anciennes. Le laser CO2 qu'on va utiliser pour les fuites urinaires, le relâchement vaginal, c'est utilisé depuis des dizaines d'années en dermatologie. Oui. Et on l'a appliqué en gynécologie seulement depuis une toute petite dizaine d'années, et au début appliqué pour la sécheresse liée au traitement hormonal du cancer du sein. Et puis, on s'est évidemment dit qu'après, il ne fallait pas le réserver qu'à ces dames-là, et qu'on pouvait le proposer à toutes les dames qui souffrent de sécheresse et pour qui les traitements classiques, ovules, crèmes et autres ne sont pas suffisants. Oui, finalement, les solutions, au fil des années, se multiplient aussi par le fait qu'on n'en parle plus, et que les femmes font plus attention à ça et prennent le temps également de prendre soin de prendre ça soin et de faire d'elle, passer, absolument, de faire passer ça sur un premier plan et de lever le tabou. J'avais également une question concernant le fait d'aller consulter quelqu'un. Vous nous disiez tout à l'heure que du coup les gynécologues sont parfois un peu dans la méconnaissance et ne savent pas vraiment ce qu'il est possible de faire, vers qui on peut orienter. De toute façon vous avez la ménopause, donc c'est normal que vous ayez des sécheresses vaginales. Comment alors on peut si on ne vous connaît pas, comment on peut trouver la solution seule? Est-ce que les renseignements sont suffisants sur Internet? J'ai beaucoup de patients. Je dois dire que la plupart des patientes que je reçois me disent avoir découvert les traitements, puis moi, mais il y en a d'autres, évidemment. Oui, on n'est pas très nombreuses, mais il y a d'autres praticiens, par les réseaux sociaux ou en cherchant sur Internet, en effet. Moi, c'est pour ça que j'essaie, malgré ma timidité, d'être assez active sur les réseaux sociaux et d'échanger au maximum, parce que je suis sincèrement convaincue que c'est de cette manière que les informations vont passer. Dans la presse féminine aussi, ça va passer entre femmes. Avec les gynécos, ça se démocratise aussi dans le domaine de la connaissance des traitements. On en parle de plus en plus dans les congrès. Et bien entendu, plus on va être nombreux à pouvoir acheter ces machines, moins elles vont être chères aussi. Les laboratoires, les fabricants vont aussi vont fabriquer plus, diminuer leur coût de production, donc ça va être plus accessible. Mais oui, je dois dire que je le regrette, mais que malheureusement, c'est plutôt d'elles-mêmes que les patientes découvrent les solutions, soit par les réseaux sociaux, soit par Internet, en effet, et puis les échanges entre copines. Moi, je reçois maintenant la troisième génération, entre guillemets, de copines. C'est ma copine, à chaque fois. Donc, je pense que ça va beaucoup se passer comme ça. C'est une évolution aussi de la société autour de la femme qui s'impose davantage, qui a pris conscience de l'importance de son bien-être, les femmes en général ont plus d'exigences, on est moins dans l'attente de l'approbation ou autre, donc on cherche à bien aller, et le bien-être sexuel et le bien-être psychologique qui en découle, ça fait partie de la définition même de la santé. La santé, être en bonne santé nécessite d'être en bonne santé psychique et sexuelle. Ça, c'est une définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Ça date de 1954, c'est quand même pas récent. Mais c'est vrai que pour les hommes aussi, c'est récent qu'on s'occupe un peu plus facilement de. Le Viagra est arrivé avant le c'est reste. Vrai. Mais ça fait vraiment partie des choses. Mais vous savez, même
ça fait pas très longtemps qu'on sait à quoi ressemble un clitoris finalement. Parce que le clitoris, c'est pas seulement la petite partie que l'on voit. C'est vraiment un organe on voit maintenant, on le voit beaucoup dessiné avec les jambes et autres. C'est un organe dont il y a une minuscule partie qui est visible et qui est stimulable tout à fait différemment de ce qui est juste une stimulation clitoridienne externe pure. Donc c'est tout un renouveau qui se fait aussi dans la société, qui fait que les femmes elles-mêmes s'intéressent davantage. Moi, il y a plein de patientes ou plein de femmes. Je suis sûre que si vous demandez, faites un sondage dans une soirée avec des copines avec qui vous êtes à l'aise et vous dites combien d'entre vous se sont regardés avec un miroir pour savoir à quoi ressemble leur intimité, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Donc, pour être épanoui sexuellement, si on ne s'épanouit pas soi-même, si on ne se connaît pas soi-même, ça me semble difficile d'expliquer à son ou sa partenaire comment faire. Et d'un côté, comme les femmes ont été, entre guillemets, conditionnées, si je puis dire, à rester dans ce silence-là, et c'est normal, elles ne s'y attardent même pas parce que, de toute façon, voilà, c'est vraiment un changement de société, vraiment. On s'intéresse, et elles s'intéressent, nous intéressons, les femmes, à tout ça aujourd'hui. Mais il y a encore moi, j'ai envie de m'assommer, de bondir de mon siège quand j'entends, et ça arrive avec des médecins de tous âges, des hommes, des femmes, des jeunes gynécos, des plus anciens. Souvent, c'est quand même les plus anciens, mais ça arrive aussi avec des jeunes. J'ai des patientes qui arrivent en me disant, moi, ça fait 5 ans que je dis que je souffre de sécheresse, que je ne peux plus avoir de rapport avec mon mari, et qu'on m'a dit, ah, mais ma bonne dame, maintenant c'est comme ça, vous êtes ménopausée, il va falloir faire avec. Vous avez profité avant, maintenant c'est terminé. C'est fini, Bon, c'est juste ahurissant. Je veux dire, on peut avoir une vie sexuelle épanouie jusqu'à sa mort. Hein, tout à fait. Moi, j'ai des patientes c'est très touchant, des patientes de 70, 75 ans et plus, qui ont une vie sexuelle épanouie et active. En plus, il y a beaucoup de remariages. Vous voyez, on a la seconde vie souvent autour de 50 ans, 55 ans. Donc, c'est pile dans le moment où on a ces embêtements. Donc, il faut pouvoir... ça fait partie du lien émotionnel avec sa partenaire. Donc, on a besoin il y a réel besoin d'aider les femmes dans cette situation-là. Et vous diriez que la raison de consultation la plus fréquente auquel vous êtes confrontée, pourquoi les femmes viennent vous voir généralement? En numéro 1, je dirais, c'est un standard, ça va être un truc titre un peu, ça va être les douleurs. Oui. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et douleurs pendant les rapports. Et puis après, quand je vais les examiner, les interroger d'abord pour essayer de comprendre comment sont les douleurs, où elles se trouvent, qu'est-ce qui les fait survenir. La grande majorité des raisons vont être liées à la sécheresse vaginale. Qu'elles soient liées à un statut hormonal, la préménopause, la ménopause, qu'elles soient liées à la prise d'une pilule. Loin de moi l'idée de dire que la pilule n'est pas une bonne contraception, mais elle convient ou pas à certaines femmes, et certaines pilules conviennent à des femmes et pas à d'autres. Donc, c'est toute cette petite enquête-là qu'on va faire ensemble pour savoir d'où vient la sécheresse, si on peut arrêter le facteur déclenchant, et si ça n'est pas le cas, quelles sont les réponses qu'on peut apporter. On commence toujours, bien sûr, par des ovules, par des crèmes, mais ça, souvent, c'est l'étape qui est avant moi. Et moi, quand elles arrivent, je reprends toujours l'enquête, entre guillemets, parce que y a des petites choses qui peuvent avoir échappé à mon collègue, ou des choses qu'elles ne vont pas avoir dites. Et puis là, on va comprendre à quel point la sécheresse est installée, parce que s'il va y avoir un manque de lubrification qui peut être simplement pendant les rapports sexuels. Il peut y avoir un manque de lubrification qui est marqué même au quotidien, donc on va être gêné dans les sous-vêtements, avoir des douleurs en permanence, et donc on ne va pas apporter tout à fait les mêmes traitements ou avec la même intensité, évidemment, en fonction de ces situations. Et puis il y a le stade qui vient après la sécheresse, c'est le stade de l'atrophie de la muqueuse vulvaire et vaginale. En premier, c'est juste un manque de lubrification. Puis, il y a un cercle un peu vicieux qui s'installe. La muqueuse se met au repos pour se protéger, à tort, a tendance à s'affiner. Puis après, elle va être blessée
il va s'affiner encore plus. Et la raison de cette atrophie de ce tissu trop faible et trop fragile, c'est la mise au repos des fibroblastes. On entend beaucoup parler pour trouver une belle peau, quand on est tout ça, il faut stimuler les fibroblastes pour sécréter du collagène. C'est exactement la même chose au niveau intime. C'est pour ça que les traitements sont si semblables. Parce que pour traiter la sécheresse et l'atrophie vaginale, eh bien, on va aller réveiller les fibroblastes. De plusieurs manières possibles, il y a deux grandes catégories de traitements, des traitements injectables et des traitements médico-techniques qui sont avec des machines. Les traitements injectables, ça va être comme pour le visage, les cheveux, l'acide hyaluronique ou le PRP, donc plasma riche en plaquettes, c'est quand on fait une prise de sang. Voilà, on va réinjecter le plasma. Il y a des nouveaux traitements qui sont en train de sortir, les exosomes, qui sont des facteurs de croissance d'origine végétale, qui ont des résultats aussi remarquables. On peut être amené à combiner tout ça. Les traitements plus techniques, c'est le laser, la radiofréquence et la radiofréquence couplée au micro-aiguille. Et les traitements vont être choisis à la fois par la patiente en fonction de ce qu'elle préfère. Mais moi, par exemple, dans le cadre d'une dame qui va avoir une sécheresse, je vais lui demander si elle a des petites fuites urinaires. Parce que si elle a des fuites urinaires, l'acide hyaluronique seul, par exemple, ne sera pas suffisant. Mieux vaut combiner le laser, mieux vaut utiliser le laser qui aura à la fois un aspect de traitement sur la sécheresse, mais aussi sur le tonus vaginal et la correction des fuites. Donc, c'est vraiment un traitement qui est sur mesure, parfois en plusieurs étapes. C'est un plan de traitement en fait, c'est que un vous plan faites thérapeutique, réellement, vraiment qui est adapté à chacune. à la problématique. Et vous me demandiez pour les douleurs tout à l'heure pour la chirurgie, même pour les traitements médico-techniques, c'est pareil, on fait en sorte que ce ne soit pas douloureux. Vraiment, on prépare les patientes. Moi, les patientes, elles viennent, par exemple, pour des injections, elles viennent une demi-heure avant l'heure de notre rendez-vous. Je les installe au spa, je leur mets un gel ou une pommade anesthésiante, ce qui va permettre de commencer à endormir la zone. Et au moment où je fais l'anesthésie locale, on sent à peine. Ah, parce que ces traitements, du coup, se font au cabinet. Sous anesthésie locale, quand même. Oui. Bon. Et une fois l'anesthésie locale installée, on ne sent absolument plus rien. Et les patientes sont toujours surprises. C'est déjà fini. Oui, parce qu'en soi, entre l'anesthésie locale et l'injection elle-même, il se passe 3 minutes, même pas. Donc, et on repart. Et c'est ça, après, est-ce qu'il y a un traitement vraiment... des indications plutôt post-opératoires à suivre, une conduite alors à pour suivre les traitements médicaux, non, il n'y a pas de... Oui, c'est moins invasif. Il n'y a pas de... Comme on dit pour la médecine esthétique, il n'y a pas d'éviction sociale. Il y a des traitements où on peut vraiment repartir travailler ou partir déjeuner tout de suite. Évidemment, ça va de soi, on ne va pas aller à la piscine directe ou se baigner à la mer derrière. On va éviter les rapports sexuels en fonction des traitements entre 24 heures ou 5-6 jours. Ça dépend aussi de la gravité, entre guillemets, des symptômes. Ça ne va pas être la même chose, évidemment, le même discours pour une jeune femme qui souffre dans le cadre d'une mycose et pour une dame qui a une atrophie telle qu'à peine vous l'examinez, sa muqueuse se déchire. Donc ça peut aller jusqu'à... Ça peut aller jusque-là, avec vraiment... des douleurs qui sont absolument insupportables. Donc, ce qui est difficile pour les patientes quand elles sont autant atteintes dans leur intimité, c'est qu'à la fois, il y a les douleurs et puis il y a le manque de confiance en elles parce que elles ne peuvent plus avoir de rapport, elles ne peuvent plus satisfaire, entre guillemets, leur partenaire. Elles se sentent moins femmes, elles se sentent vraiment amputées d'une partie de leur vie de femme. Donc c'est là que c'est important de les accompagner, de les soigner évidemment, et puis de leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules, que les femmes qui souffrent de cette manière sont très nombreuses, et que non, le temps qui passe n'est pas une fatalité, non, le postpartum ne va pas les laisser, on va pas les laisser dans l'état où elles sont de souffrance où elles sont après 1, 2, 3 naissances, ça peut dépendre. On va vraiment les aider et leur dire que oui, on comprend qu'elle n'ait pas envie de faire l'amour avec un cactus, parce que c'est véritablement la sensation. C'est la sensation d'avoir comme des lames de rasoir. Qui peut avoir envie de souffrir autant. Quant au plaisir, on n'en parle même pas, parce que le plaisir féminin est quand même très complexe. Ça demande d'être
à l'aise, d'être relâché. Si on est crispé Oui. parce qu'on a mal, bon, c'est absolument impossible. Puis la libido chute parce qu'évidemment, On n'a pas d'avoir mal, on n'a pas on n'a envie. pas Puis envie. après Oui. s'installent des situations problématiques dans les couples, même des Mm. couples très unis, parce que ça crée des tensions. C'est ce lien intime qui est rompu. distendu, rompu. Voilà, donc ça demande... Et vous faites un vrai accompagnement également psychologique, Oui, il y a je une dirais, part vraiment de santé psychologique mentale et qui est... sexologique, Mm. on peut dire. Alors moi, je prétends pas être sexologue, Oui. donc il y a des situations qui nécessitent l'expertise Vous de les sexologue ou redirigez, de c'est déjà psychologue. Voilà, arrivé. j'ai mon réseau de praticiens et praticiennes que je connais bien, en qui j'ai confiance. Mais souvent, simplement en dédramatisant un peu les choses ensemble, ça aide déjà beaucoup. Et puis certaines patientes, oui, ont besoin d'un suivi plus particulier. Plus Il peut y poussé. avoir aussi, parfois, c'est une manière de découvrir aussi des traumatismes sexuels qui ont pu survenir dans l'enfance ou dans le début de la sexualité et qui ressortent à ce moment-là. Donc ça, effectivement, ça demande un accompagnement que moi, je ne suis pas en mesure d'apporter. Dans les problématiques, du coup, pour lesquelles on vient vous consulter, vous me disiez tout à l'heure également qu'il y avait des fuites urinaires. Oui. Quelle en est la cause? Ça touche beaucoup de femmes. Ça touche beaucoup de femmes. Je dirais même que finalement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui vont être épargnées du tout à différents moments de la vie. Alors j'insiste toujours, moi j'ai toujours fuite urinaire. Oui. L'incontinence, je ne peux pas. Alors, l'incontinence, ça existe, c'est une vraie définition, mais c'est plutôt des personnes très âgées pour qui, en gros, il faut porter une couche, des vraies couches. Pour les patientes, que ce soit autour de la préménopause et de la ménopause, ou que ce soit les patientes jeunes en postpartum ou celles qui courent, comme je vous disais, ce sont des fuites. Il y a plusieurs sortes de fuites urinaires. Il va y avoir les fuites urinaires qu'on appelle fuites urinaires d'effort, qui sont finalement la grande majorité des fuites que subissent les femmes. Et ça va être, on dit effort parce que c'est quand on va avoir une contraction de l'abdomen qui appuie, du coup ça fait une pression sur le périnée et on va avoir une ou des petites gouttes qui peuvent s'échapper. Quand on rit, quand on éternue, si on veut se tester, de toute façon, si on ne sait pas si on a des fuites d'effort ou pas, corde à sauter ou trampoline, on le sait de suite. On sait de suite. S'il n'y a rien avec ces deux activités, c'est qu'on n'en a pas. En revanche, si on s'aperçoit qu'on en a, c'est le moment de commencer à traiter parce que plus vite on traite, plus vite on va s'en débarrasser. Et je dirais même qu'il devrait y avoir un caractère de prévention. On sait très bien qu'après les accouchements, par exemple, on fait la rééducation du périnée. Mais cette rééducation, elle concerne la musculature du périnée. Or, les fuites, elles viennent aussi d'un affaissement, d'un manque de tonicité autour du méa urinaire, qui est le petit orifice qu'on voit où d'où sort l'urine. Le mécanisme va être le même. Là, je parle du postpartum, mais pour toutes les autres types de fuites avec les dames ménopausées, préménopausées, c'est la même chose. C'est cet affaissement, ce manque de tonicité de la muqueuse en regard. Vous aurez beau faire 200 séances de rééducation périnéale, avoir des muscles périnéaux en béton. Si, quand vous toussez ou quand vous éternuez, la muqueuse reste peu tonique, hop, elle va s'affaisser un tout petit peu et c'est là la petite goutte qui coule. Donc, il faut rééduquer, restimuler, rajeunir. On parle de réjuvénation. Bon, évidemment, le rajeunissement et l'aspect, on s'en fout éperdument, surtout qu'on voit passer à l'intérieur. Mais finalement, on va provoquer un réveil cellulaire, une stimulation des fibroblastes, qui va être une régénération des tissus. Les fibroblastes vont sécréter beaucoup plus de collagène et d'élastine pour rapporter du tonus sous l'urètre et le méa urétral pour éviter cette petite goutte. Et donc ça va être le traitement qu'on va utiliser en premier lieu, c'est le laser. Si il existe un autre type de fuite urinaire qui va être ajouté, ça s'appelle l'impériosité. C'est le besoin, on dit impérieux, d'avoir envie de ne pas pouvoir se retenir. Exactement. Alors, pas perte d'urine, évidemment, sinon on est au stade chirurgical. Mais quand on a hyper envie et qu'il y a une petite goutte qui va parfois nous échapper, dans ce cas, le laser, on sait qu'il ne va pas être suffisant. On va plutôt utiliser le Morpheus vaginal, qui est une technique de radiofréquence associée à des micro-aiguilles,
tout ça est fait pour que ce ne soit pas douloureux, évidemment. Avec une réponse de synthèse de collagène, il sera beaucoup plus puissante parce qu'on va avoir une réponse une stimulation plus profonde, en fait, des fibroblastes. Et puis après, quand il y a des situations qui sont mixtes, évidemment, mais dès lors qu'il y a de l'impériosité, on va plutôt faire du Morpheus que du laser. Et les stades plus avancés, qu'on pourrait définir comme étant la réelle incontinence, c'est-à-dire vraiment le manque de contrôle total, eh bien là, ça nous échappe complètement avec les traitements médico-techniques. Là, on passe au stade chirurgical. Mais si ces traitements étaient proposés plus largement aux patientes, eh bien, on diminuerait considérablement le nombre d'indications chirurgicales. Et on voit déjà qu'il y a beaucoup moins de dames qu'on opère grâce à ces traitements qui vont être correctifs, mais qui peuvent être aussi utilisés en prévention. Donc ça devrait, à mon sens, faire partie du parcours de soins offert aux patientes. On prévient, on recherche les cancers du sein, les maladies. Pourquoi pas faire de même Voilà, on devrait faire de même. Là, ce qui nous en empêche, en fait, rien ne nous empêche de le faire, sauf le coût, puisque malheureusement, il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale pour le moment. Quelques mutuelles commencent à se mettre en route, à le faire, mais ça reste rare. Et on est... moi, je sollicite régulièrement les autorités, le ministre... le ou la ministre de la Santé, en fonction de qui c'est. Quand ça change, je réécris, et je ne suis pas la seule, on est d'autres gynécologues. Moi, j'ai écrit aussi à Madame Macron pour essayer de mettre en lumière ce problème, parce que ça reste très coûteux. Et je n'arrêterai pas, parce que je suis sûre qu'un jour, je tomberai sur un ou une interlocutrice qui va comprendre et qui va essayer de faire en sorte que les choses changent. Et on est, je pense, sur la bonne voie. Pas arrivé, mais sur la bonne voie. Et ça commence à se démocratiser, et puis c'est quand même un souci, donc, comme vous nous expliquez tout à l'heure, qui peut toucher toute femme à tout âge. Et 90% des femmes vont être confrontées au futur urinaire. Oui, il y a des femmes, c'est comme tout. C'est comme des femmes quand elles vont avoir la ménopause qui n'ont pas de bouffée de chaleur, et c'est tant mieux pour elles. Mais la grande majorité, oui. Et puis on ne peut pas laisser une femme de 35 ans avoir des fuites urinaires et devoir se garnir dans les sous-vêtements. C'est pas possible. C'est ça. Les femmes qui arrêtent le sport, qui faisaient du crossfit ou autre, qui ne peuvent plus parce que elles se retrouvent trempées. C'est évidemment pas possible de laisser les femmes dans cette situation. C'est pour ça que j'insiste toujours à dire que c'est de la gynécologie fonctionnelle, parce qu'il n'y a rien d'esthétique à la prise en charge de fuites urinaires. C'est ça. Finalement, votre métier est vraiment axé. C'est ça. Et si on se penchait plus du coup sur la sexualité et le plaisir féminin, qui peut du coup également faiblir dans certaines situations. Oui, il y a des situations en effet qui ont diminué les sensations et le plaisir ressentis par les femmes. Encore une fois, souvent les mêmes raisons, la préménopause et la ménopause, avec l'altération des tissus, puis la survenue de douleurs, et puis chez certaines femmes en post-grossesse également. Et puis il y a des femmes qui vont avoir ce qu'on appelle des troubles de l'orgasme, c'est-à-dire des orgasmes qu'elles ne vont pas pouvoir atteindre ou rarement atteindre, parce que, parlons d'abord du clitoris, il va être peu stimulable et demander énormément de stimulation avant d'obtenir un orgasme, et qui est parfois extrêmement bref. Donc pour ces situations-là, on a aussi des traitements en fait qui vont permettre d'améliorer les sensations sexuelles. Donc si on parle vraiment du plaisir clitoridien externe pur, parce que l'orgasme vaginal est aussi lié au clitoris. Si on parle du plaisir de stimulation clitoridienne externe, eh bien pour les dames qui vont avoir soit les tissus qui ont vieilli et qui sont moins en bonne santé, ou pour des dames qui peuvent avoir certaines maladies de peau,
qui altèrent le clitoris, ou pour des dames pour qui il y a des raisons qui peuvent être mêlées à des raisons psychiques, et ben, en injectant du PRP dont on parlait tout à l'heure, plasma riche en plaquettes, on va injecter des facteurs de croissance autour du clitoris. Tout ça est fait évidemment préparé pour qu'il n'y ait pas de douleur, pas d'angoisse de ce côté-là. Et en fait, on va, en injectant les facteurs de croissance, injecter particulièrement un facteur de croissance vasculaire qui s'appelle VEGF, et on va redonner une vascularisation plus importante au clitoris. Et en fait, pendant les rapports, on voit bien qu'on gonfle sur cette zone-là. Et pour que le clitoris soit suffisamment excitable, eh bien, il faut qu'il soit vraiment turgescent, vraiment gorgé de sang. Donc c'est ça c'est sur cet aspect-là qu'on va intervenir en réinjectant du PRP. Et on va le faire, ces injections, on va le faire soit quand il y a une diminution du plaisir, voire disparition totale pour certaines femmes. Et puis, il y a aussi des femmes qui veulent améliorer et qui veulent avoir des sensations encore meilleures, donc qui viennent consulter pour être encore en meilleure santé, avoir un clitoris encore plus stimulable. Si on doit parler du plaisir plus vaginal, plus interne, il y a plusieurs choses qui expliquent la diminution du plaisir, la laxité, la largeur dont on parlait tout à l'heure. Donc, on va faire des traitements qui vont permettre de resserrer le vagin, de le rendre plus tonique. Et puis, on va pouvoir aussi permettre aux femmes qui l'ont perdu de retrouver l'orgasme dit vaginal, puisque c'est en rapport en fait avec les pieds du clitoris derrière, qui arrivent sur la paroi vaginale derrière l'urètre, soit le retrouver, soit parfois le faire découvrir aux patientes qui ne l'ont pas découvert d'elles-mêmes, toutes seules ou avec leur partenaire. Beaucoup de fois, de nombreuses fois, on m'a dit « Ah, mais je croyais que le point G, c'était pas le même pour toutes les femmes. » Alors si, on a différentes préférences sexuelles, des zones plus ou moins érogènes selon les femmes. En revanche, le point G, il est au même endroit, en intravaginal, sous la vessie, 1,5 cm, 2 cm à l'entrée en fait. Et quand il n'est plus assez stimulable, parce que le temps a passé, on a eu des grossesses ou autres, on a abîmé entre guillemets ces muqueuses, ou quand on l'a jamais connu, mais moi je vais expliquer en examinant, faire ressentir aux patientes où il se trouve, et puis on va pouvoir injecter soit de l'acide hyaluronique, soit du PRP, soit un mélange des deux, pour donner davantage de qualité à ce tissu, beaucoup plus de vascularisation, d'innervation, ce qui va permettre de le rendre beaucoup plus stimulable. Et donc les patientes retrouvent ou découvrent cet orgasme particulier qui est très différent de l'orgasme clitoridien, je dirais externe en fait. Parce qu'il est possible qu'une patiente, par exemple, n'ait jamais eu d'orgasme du tout. Oui. Et vienne vous voir. Oui. Parce qu'elles ont soit des affections dermatologiques, soit parce qu'elles ont anatomiquement ce qu'on appelle un phimosis, c'est-à-dire un étranglement du clitoris. Le capuchon est trop serré, ce qu'on pourrait comparer au phimosis qui existe chez les petits garçons, chez certains hommes. Et pour eux, on va pratiquer une circoncision, en fait, enlever cet anneau fibreux qui empêche de décaloter. Pour le clitoris, c'est la même chose. Le clitoris ne peut pas être décaloté, être libéré pendant les rapports sexuels. Donc, on va pouvoir le libérer chirurgicalement, comme on a vu tout à l'heure. Et cette chirurgie est assez proche de celle qui est réalisée aussi pour les femmes qui ont été excisées et pour qui il y a eu une amputation du gland clitoridien. Et on va pouvoir aussi, et ça je tiens à en parler aussi de ces patientes-là, qu'elles sachent qu'il y a des possibilités d'aller rechercher le clitoris, parce que leur clitoris n'a pas disparu. Le clitoris est beaucoup plus... Il y a la part interne du coup. Exactement, et on peut aller libérer une partie plus profonde du gland du clitoris et leur permettre d'acquérir le même plaisir que les autres femmes. Parce que lorsqu'une femme a subi une excision, parce que je pense qu'on n'a pas recours on n'a pas de recours en effet. On n'a pas recours à une excision. Quand une femme du coup subit une excision, il est possible de faire quelque chose d'un point de vue chirurgical pour quelque chose qui est purement esthétique dans ce cas-là. Alors non, justement, c'est pas purement esthétique finalement. Oui. C'est vraiment justement le désenfouir et permettre aux dames de connaître, parce que
quand le gland a été amputé, elles ne peuvent pas connaître. Donc on va vraiment... C'est une réparation, c'est une chirurgie réparatrice qui va permettre... Alors on fait des échographies pour repérer la vascularisation et autres. Moi je ne sais par exemple pas du tout faire cette intervention, mais il y a des chirurgiens très spécialisés qui vont pouvoir reconstruire, une sorte de reconstruire... Je dis reconstruire, c'est pas le mot, mais redévoiler le clitoris et le rendre accessible pour qu'il puisse y avoir... la connaissance du plaisir. Et tous ces actes médicaux qui permettent du coup de redonner du plaisir à ces femmes, elles vous font des retours? Vous avez des bonnes expériences? Je vous disais que je suis pas mal sur les réseaux et en fait, pour moi, c'est finalement plus compliqué et chronophage de répondre pour certaines choses par mail. Donc, j'ai des patientes qui me suivent sur Instagram et qui m'envoient des messages par Instagram. Et en fait, notre petit code entre nous, c'est elle m'envoie un feu d'artifice en émoticône et j'ai compris que ça a super bien fonctionné. Ça a super bien marché. Voilà. Et puis après, il y a des dames qui reviennent régulièrement pour renouveler. Pour renouveler, parce que du coup, on peut... Bien sûr, on peut le refaire plusieurs fois et le refaire. Le refaire et... on peut faire une fois par an. En général, c'est le rythme entre 9 et 12 mois. Oui, parce que du coup, ces traitements-là ont une fin de vie. Ces traitements vont durée en effet, limitée. Alors, quand c'est chez une femme jeune, par exemple, qui n'avait pas encore réussi à découvrir l'orgasme vaginal, une fois, entre guillemets, je me permets, je ne veux pas avoir l'air d'être présomptueuse, mais entre guillemets, en les ayant un peu éduqués, finalement, on fait découvrir leur point G et en stimuler. Après, tout roule et elles trouvent leur plaisir toutes seules. Mais si c'est une altération des tissus qui est liée à la carence en œstrogène de la ménopause, mais le vieillissement, malheureusement, on n'arrive pas à l'arrêter. Donc, les tissus reperdent de leur vitalité. Donc, pour conserver ce plaisir-là, on entretient régulièrement. Donc, j'ai beaucoup de patientes que je vois une fois par an pour remettre le feu d'artifice en action. Le rendez-vous annuel. Voilà, le rendez-vous annuel. C'est le cas de le dire, c'est toujours un plaisir de les voir parce qu'évidemment, c'est des situations où ça crée une grande complicité vous êtes quelqu'un d'accessible, vous êtes assez proche de vos patients, vous créez un lien humain avant de faire seulement l'acte médical. Oui, moi je pense qu'une consultation avec une patiente, c'est d'abord une rencontre entre deux femmes. Alors deux femmes parce que moi je suis une femme, mais j'ai j'allais dire des partenaires, pas du tout. Des confrères, des confrères hommes qui ont une approche tout aussi, qui sont capables d'échanger et d'être tout aussi proches de leurs patientes. Je pense que moi c'est un petit peu plus facile parce que je sais ce que c'est aussi d'avoir mal parfois, de ne pas avoir envie ou autre. Donc, et c'est pas rare que des fois, je sens des patientes qui sont vraiment mal et que quand je leur dis, mais vous savez, mais moi aussi, je vous comprends parce que moi aussi, je suis comme vous. Quand je vais rentrer du travail épuisée et autres, je vais être avoir moins envie et c'est normal et vous êtes normal et donc ça aide un peu à déculpabiliser aussi, dans le dialogue. Et quand une femme du coup n'a jamais connu l'orgasme, comment peut-elle se dire qu'elle vient vous consulter pour cela? Est-ce qu'elle décèle vraiment un problème? Est-ce qu'elle se dit que le plaisir sexuel c'est tout simplement ce qu'elle a connu sans réellement du coup l'explorer? Ça c'est justement je pense les discussions avec les copines et les sœurs, et puis les magazines féminins, les films porno aussi des fois, qui peuvent avoir une version qui pourrait être intéressante pour ça, ou se dire, elles se disent, moi j'ai jamais l'impression d'avoir comme ça décollé. Donc elles consultent en se disant, aussi, au bout d'un moment, ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que ça, la sexualité. Pourquoi on serait complètement comme ça, aussi accro, entre guillemets, mais pourquoi ça serait soi-disant tellement si bien, alors qu'en fait, c'est juste que ça. Donc, elles viennent consulter pour ça. Et puis, il y en a aussi qui viennent par le biais de leur sexologue.
parce que ce sont des dames qui peuvent avoir eu des traumatismes ou des raisons au cours de leur enfance ou au cours d'agressions sexuelles au cours de l'âge adulte qui ont soit empêché, si ça arrivait avant la survenue de la possibilité d'orgasme, soit fait complètement disparaître. Donc, il va y avoir tout le travail psychique, évidemment, tout pour libérer la dame de ce poids-là. Et puis, il y a un cercle vertueux qui s'installe aussi quand elles viennent prendre soin de leur sexualité, qu'on fait des injections. Elles arrivent à se relancer, se ressentir femmes et ça les aide à repartir. Merci beaucoup, Dr Roquet, de nous avoir partagé votre savoir et je pense éclairer de nombreuses femmes. N'hésitez pas dans les commentaires, du coup, à nous mettre des feux d'artifice ou à poser d'autres questions, car je pense que nous nous reverrons prochainement. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à échanger. C'était un plaisir, en tout cas. Merci.